Gérard, Gaël et Gérard vont vous raconter les aventures de Tintin dans Coq en stock. Un soir au cinéma. Ce film vous a plu, capitaine? Coup-ci coup-ça. Le gaillard qui joue le rôle principal est un bon acteur, Il ressemble à Alcazar, vous vous souvenez? mais la fin est vraiment trop invraisemblable. Le vieil homme qui n'a plus vu son neveu depuis 20 ans, qui se met à penser à lui, la porte s'ouvre, et coucou, qui voilà, le neveu. C'est comme si je pensais, moi, je sais pas, moi, n'importe, tenez. Par exemple, ce général Cazard dont vous parliez il y a un instant, et qui a complètement disparu de la circulation depuis une éternité. Eh bien, croyez-vous que simplement parce que j'ai pensé à lui, il va surgir au coin de la rue, comme ça, boum, boum. Dis donc, espèce de projectile guidé. Vous ne pouviez pas regarder devant vous, non? Le général Alcazar. Caramba! C'est extraordinaire. Figurez-vous que le capitaine et moi, nous parlions précisément de vous. Ah, dis-moi. Oui, de vous. Pardon, de vous. Et voilà que vous surgissez là, comme un diable d'une boîte. C'est inouï. Mais dites, que devenez-vous? Moi, eh bien, oui, il y a voyagé, mais excusez-moi, je suis très pressé, déjà en retard à un rendez-vous. Je vous quitte. Ah, dommage. Enfin, à tout hasard, voici mon adresse. Et vous, mon général, où peut-on vous trouver? À l'hôtel Bristol. Ah oui, à l'hôtel Bristol. Et quand est-ce? Voilà, maintenant, je vous salue. Adios, amigo. Au revoir, mon général. Eh bien, franchement, il n'avait pas l'air fort désireux de causer, votre Alcazar. Oui, drôle de bonhomme. Allons, venez. Oh, Sapristi, le portefeuille du général. Il l'a mal remis en poche. Vite! Il ne peut pas être loin. Tiens, où a-t-il pu passer? Peut-être est-il monté dans une auto. Tant pis. L'hôtel Bristol est à 2 pas. Nous y déposerons son portefeuille. et quelques instants plus tard, au Bristol. Le général Alcazar? Non, monsieur, nous n'avons personne de ce nom-là. Mais j'y songe. Peut-être est-il descendu chez vous sous un autre nom. Ramon Zarat. Ramon Zarat? Non, monsieur, c'est un Espagnol? Un Sud-Américain, assez corpulent, le menton fort, de petites moustaches. Attendez, je vais essayer de vous le dessiner. Voilà, c'est à peu près ça. Non, monsieur, je suis désolé, mais je ne connais pas cette personne. Ah, tiens, c'est bizarre. Bon, je vous remercie. Comment faire à présent pour lui rendre son portefeuille à ce zouave-là? Oui, je me le demande. Mais au fait, pourquoi ne serait-ce pas son portefeuille lui-même qui nous aiderait à retrouver le général? Venons, entrons dans ce café. Donnez-nous, donnez-nous. 2 verres d'eau minérale. Et maintenant, examinons un peu ce qu'il y a là-dedans. Des livres, des livres sterling, de l'argent, française, belge, une note d'hôtel, un trèfle à 4 feuilles, un billet de loterie du Saint Théodore, rose, bref, rien qui puisse nous fournir une indication. Et dans cette enveloppe, des photos d'avions. Curieux, n'est-ce pas, capitaine? Ah, une lettre. Cette fois, je crois que nous tenons une piste. Voyez, capitaine. Monsieur, veuillez téléphoner au 97 85 24 entre 22 heures et 24 heures. Demandez monsieur Dubreuil. Salutations, JDMC. Mais l'adresse du général ne s'y trouve pas. Je sais, mais je vais donner un coup de téléphone au numéro indiqué sur cette lettre. Allô, le 97 85 24? Pourrais-je parler à monsieur Dubreuil? Qui je suis? Un ami du général Alcazar. Et je... Allô? Allô? Vous m'entendez? Comment le nom d'Alcazar ne vous dit rien? Et celui de Ramon Zarat? Peut-être? Non? Plus? Voilà, monsieur, c'est parce que j'ai trouvé son portefeuille. Et pardon? Je vous répète, monsieur, que je ne suis pas monsieur Dubreuil, que je ne connais pas votre général Alhambra et que toutes vos histoires ne me concernent pas. Salut! En voilà un mal embouché. Curieux, on ne le connaît pas à ce numéro. Tant pis, il n'y a plus rien d'autre à faire que de rentrer à Moulinsart. Et un peu plus tard. Tiens, bizarre, la porte est ouverte. Waouh, waouh, waouh. Ça, par exemple, mon pauvre Milou, qui donc t'a arrangé de la sorte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le capitaine ouvre la porte sur laquelle se trouve un seau d'eau. Splash! Eh bien, capitaine, que vous est-il arrivé? 1000 milliards de mille sabords! Quel est le bouc d'extrait de cornichon qui m'a fait ce coup-là?
Nestor! Nestor! Ah! Ah! Derrière vous! Le capitaine aperçoit un tigre. Waouh! Abdallah! C'était Abdallah qui s'était déguisé. Waouh! Abdallah! Abdallah! Abdallah se précipite sur le capitaine qui est en haut des escaliers, s'accroche à lui. Le capitaine descend tous les escaliers sur les fesses. Abdallah, mille sabords! Encore mille sabords! Encore tombé des escaliers! Graine de chenapan! Vas-tu me dire ce que tu fais ici? Attends mille sabords, j'ai quelque chose pour toi! Quelque chose pour moi. Oui, un cadeau! Oh, un cadeau qu'il a sans doute apporté de son pays, spécialement pour moi. Brave petit cœur, va. Prends ça, mille sabords, je te le donne! Oh, merci, Abdallah. Oh, un coucou. C'est magnifique, Abdallah. Tu vois? Et pour le remonter, c'est comme ça. Abdallah tire sur les chaînes du coucou et le capitaine reçoit un grand jet d'eau dans la figure. Mille millions de mille sabords! Tu crois que ça va se passer ainsi? Halte, toi pas touché au fils de mon émir. Moi, Hassim, serviteur de son Altesse Abdallah, et moi avoir apporté l'aide de mon émir. La lettre dit ceci. Ceci est pour te dire, ami très précieux, que je te confie Abdallah, mon fils bien-aimé. Par ici, sache qu'il y a beaucoup d'événements. Si le malheur fondait sur moi comme le faucon sur l'innocente gazelle, car le monde est fait de vie et de mort, je suis sûr qu'Abdallah trouverait chez toi chaleur, affection, asile et repos. Et tu ferais ainsi devant Allah une action parfumée. Que la paix soit sur toi et sur tous ceux de ta maison. Ben Kali Shezab. Lisez ça, Tintin, c'est pour vous. Et toi, Hassim, dis-moi, quels sont les événements dont parle l'émir? Moi, pas savoir, Seigneur. Eh bien, qu'en pensez-vous? Le plus cas de l'histoire, c'est que nous voilà avec Abdallah sur les bras. Il s'agira de le mater, ce gamin. Abdallah est caché derrière le téléphone avec un pistolet à flèche. Il tire une flèche qui décroche la pipe de la bouche du capitaine. Abdallah, graine ne vaut rien. Je vais te flanquer une de ces corrections. Le capitaine court après Abdallah. Ouais. Halt, toi pas touché au fils de mon émir. T'as pas touché, t'as pas touché. Tu te figures, espèce de moule à gaufre, que je vais permettre à ce petit choléra de faire les 400 coups chez moi? Attends un peu, je le retrouve, ton jeune chenapan. Monsieur, monsieur, c'est épouvantable. Tous ces étrangers se sont installés. Tout à l'heure, Nestor, tout à l'heure. Dans le grand salon, monsieur. Dans le grand salon du capitaine se trouve une tente dans laquelle sont installés 5 émirs accompagnant Abdallah. Ils ont amené avec eux toutes leurs marchandises. Le capitaine est frappé de stupeur. Le lendemain matin, le capitaine est dans le bain et s'y flotte tranquillement. Quand tout à coup, le téléphone sonne. Dans sa précipitation, le capitaine fait une erreur et confond l'écouteur du téléphone avec le pommeau de la douche qui s'introduit dans l'oreille. Mille milliards, mille tonnerres de Brest. Ring, ring. Ça va, j'arrive. Allô? Allô? Oui, qui? Comment? Qui demandez-vous? Mais non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. Clac. Oh, bonsoir. Le capitaine retourne dans son bain. Le téléphone ressort. Ring. Ce sont les Dupont. Eh bien, quoi? Ils dorment sans doute encore là-bas. Je dirais même plus, à mon avis. Allô? Allô? Qui ça? Dupont? Comment? Ah oui, avec des... Et alors? Je vous dérange peut-être? Pas le moins du monde. Je vous écoute. Si Tintin sera ici ce matin? Oui. Lui parler? Entendu. Comment? Si nous connaissons le général Cazard? Ben oui, pourquoi? Vous l'expliquerez ça tout à l'heure. Bon, ça va. Comment? Mais non, vous m'avez pas dérangé. Parce que je téléphone aux gens, moi, qui sont dans leur bain, moi. Et une demi-heure plus tard. Tiens, les Dupont et Dupont. Et ils veulent me parler du général Alcazar? C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Oui, à propos de bizarre. Pas encore vu Abdallah ce matin? Mais le savoir, le voilà. Mais non, c'est Trifon. Mon Dieu! Trifon tourne le sol, arrive sur des patins à roulettes et tout à coup glisse. Le capitaine et Tintin ont tout juste le temps de glisser une chaise sous ses fesses. Tournesol s'écrase sur la chaise. Ça vous prend souvent, espèce de zouave, de mettre des patins à roulettes pour déjeuner? Très bien, merci. Et vous? Mais avouez que ça vous intrigue de me voir arriver ainsi. Si, si, ça vous semble étrange. Ne le niez pas.
Eh bien, je n'ai pu encore rien vous dire pour le moment. Ring! On sonne à la porte. Mais d'ici peu, vous comprendrez mes raisons. Le Dupont, déjà? Vous croyez? Ah, maintenant, allons déjeuner. Trifon Tournesol, oubliant qu'il n'était pas tenu à roulette, se lève, fait une chute formidable et renverse la table sur laquelle se trouve tout le déjeuner. Beaucoup de phénomènes de moule à gaufres, de tonnerre de Brest. Vous avez fini de faire le zouave? Qui avait sonné, Nestor? Je n'ai vu personne la première fois, monsieur. Mais la seconde, j'ai vu de là qui s'enfuyait. Dring! C'est lui, j'en suis sûr. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Nestor, allez me chercher la lance d'arrosage. Voilà. Dès qu'il sonnera, vous ouvrirez la porte. Et alors, moi, chut, nous allons bien rire. Dring! Ça y est, ouvrez vite, Nestor. Le capitaine se précipite avec la lance d'arrosage et arrose Abdallah. Mais non, les Dupont qui arrivaient. Je suis navré, excusez-moi, c'est à cause d'Abdallah, vous comprenez? Ce garnement sonnait à la porte et Abdallah apparaît derrière la terrasse et rit. Le capitaine, qui a toujours la lance à la main, réussit cette fois à envoyer une bonne giclée dans le visage d'Abdallah. Quelques instants plus tard. Voilà de quoi il s'agit. Interpol nous a chargé de surveiller un sujet anglais actuellement sur le continent et de recueillir le plus de renseignements possible sur ses activités et sur les personnes qu'il fréquente. Or, il se fait que vous connaissez l'une d'elles, le général Alcazar. Que savez-vous de lui? Oh, à vrai dire, pas grand-chose. Je l'ai connu lorsqu'il était président de la République de Saint-Théodore. Je l'ai revu plus tard en Europe, renversé par son rival, le général Tapioca. Il avait fui son pays et était devenu lanceur de poignards dans un musical. Et c'est tout. C'est tout, vraiment. Et que vous a-t-il dit hier soir lorsque vous l'avez rencontré, hein? Ah ah, cela vous étonne, hein? Vous oubliez, cher ami, que notre métier à nous est de tout savoir. Je dirais même plus, notre métier à tout est de nous savoir. Oui, c'est vrai, nous l'avons rencontré hier soir. J'allais vous le signaler, mais que vous a-t-il dit? Qu'il voy... Mais que nous a-t-il dit? Qu'il voyageait, qu'il était pressé et qu'il est descendu à l'hôtel? À l'hôtel? Excelsior, oui, nous savons. Ça doit être ça. Il ne nous a rien raconté d'autre. Mais dites-moi, que lui reproche-t-on au juste? Au juste, mon cher, si vous comptez sur nous pour vous révéler qu'il s'agit de trafic d'avions, vous vous trompez lourdement. Motus et bouche cousue, c'est notre devise. Bien répondu, et je dirais même plus, Botus et mouche cousue, c'est notre Venise. Que ce général soit venu en Europe pour y négocier l'achat de vieux avions, ce n'est pas de nous que vous l'apprendrez. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à prendre congé. Au revoir, cher ami. Au revoir. Ah, nos cannes et nos chapeaux sont avancés. Tiens, voilà qui est bizarre, mon chapeau rétréci. Curieux. Moi, c'est le contraire, on dirait que j'ai la tête enflée. Oh, je comprends, nous nous sommes trompés. Tu as mis mon chapeau et moi le tien. C'est ça. Tu as pris mon chameau et moi le chien. Le contraire. Eh, mais c'est toujours pareil. Et moi aussi. Vous permettez? Je me demande s'il n'y a pas de la là-dessous. Abdallah. Voilà, je m'en doutais. C'est la phare classique. De vieux journaux pliés et glissés sous la coiffe. Et un peu plus tard. Sacré farceur d'Abdallah. Eh bien, que voulait-il, les frères siamois? Lisez donc l'annonce. Je viens de découvrir dans ce vieux journal. À vendre. Avions, tanks, sous-marins, etc. Faire offre au bureau du journal initial JDMC. Incroyable. C'est tout juste s'il n'ajoute pas facilité de paiement. Oui, oui, on finira par pouvoir acheter des cuirassés ou des transatlantiques à crédit. Qui sait? Mais avez-vous remarqué les initiales? JDMC, JDMC, tonnerre de Brest. La signature de la lettre qui se trouvait dans le portefeuille d'Alcazar. Précisément. C'est donc bien ça. Le général est ici pour acheter du matériel de guerre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas lui rendre son portefeuille. Et puisque le Dupont m'a obligeamment indiqué sa véritable adresse, Je vous accompagne. Une heure plus tard, à l'Excelsior. Le général Alcazar. Oui, il est ici précisément. Je viens de le voir passer. Vous le trouverez dans le hall. merci, le voilà. Regardez, il est en conservation avec quelqu'un.
Mais ça, par exemple, c'est Dwanson, l'ancien chef de la police de la concession internationale de Sangay. Et là, dans le fond, embusqué derrière leurs journaux, Dupont et Dupont. tout ça me semble louche et j'ai bien envie d'en savoir davantage. Écoutez, capitaine, vous restez ici et dès que Dwanson sera parti, vous remettez le portefeuille au général Alcazar. Moi, je vais suivre Dwanson. Rendez-vous à Moulinsart. Ok. 1 heure s'est écoulée. Le voilà, c'est à lui, cette jaguar noire. Vite, taxi, suivez cette jaguar noire, là, qui file devant nous. Où cela nous mènera-t-il? Un quart d'heure plus tard, Tintin, dans sa voiture, suit toujours la Jaguar noire. Nous voilà déjà dans les faubourgs. Ah, le voilà qui ralentit. Il va tourner. C'est ici, chauffeur. Arrêtez. Tintin se dirige vers la porte par laquelle a disparu la Jaguar noire. Flûte, un gardien. Comment pénétrer là sans qu'on me voie? Ah, peut-être que... Oui, je vais essayer. Tintin s'accroupit et passe sous la loge du gardien. Ça va, le premier obstacle est franchi. Voyons maintenant. Des avions, c'est bien ça. Attention des pas. Bonjour patron, vous avez vu la dépêche de ce matin? Non, alors lisez ça. Ah ah, bravo, les mosquitos que nous leur avons livrés ont fait du beau travail. Ils connaissent la façon de s'en servir, les boys. Je vous crois, patron. Et du côté Alcazar, du nouveau, l'affaire est dans le sac. 12 mosquitos, lui aussi, pour l'aider à ramasser son rival, le général Tapioca. Voir qu'il se débrouille. Nous, pourvu qu'on refile notre marchandise, pas vrai? Pas sûr, patron. Bon, moi, je vais surveiller l'emballage des pièces de rechange pour le DC-3 de l'Arabelle. Maintenant que celle-ci a les coups de flanche là-bas, elle va en avoir besoin. Et je parie que, à ce moment-là, une sonnerie retentit de la poche de l'imperméable de Tintin qui se trouvait caché derrière une palissade. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce machin-là? Tintin sort de sa poche un réveil. D'où diable peut venir cette sonnerie? Oh, un réveil! Tintin s'enfuit en courant. Ah, cette peste d'Abdallah. C'est lui, sans aucun doute, qui m'a fourré ce réveil en poche. Un jeune garçon et un chien blanc, dites-vous. Comment ont-ils pu passer sans que vous les voyiez? La dépêche, voici. Tintin achète le journal. Merci. Sapristi. Mon Dieu, je me demande ce que le capitaine pensera de ça. Et un peu plus tard, Tintin rentre au château de Moulinsart. Et, caché dans les buissons, un homme tient un pistolet. C'est Abdallah avec un pistolet à eau qui vient d'arroser Tintin. Abdallah, gare à toi si je te rattrape. Pauvre gosse, dans le fond, il est trop jeune pour se rendre compte de la gravité de la situation. Bam! 1 000 milliards de sabords! Cette fois, j'en ai assez! Ce gredin, ce choléra, un pétard sur mon fauteuil, pendant ma sieste. C'est fini, je le renvoie à son père! Trop tard, disait ça. Coup d'État au Kémed. Badessa aux mains des forces rebelles. Les révolutionnaires doivent la victoire à leur aviation. Le cheikh Babeler a été renversé. Nous rappelons à nos auditeurs que le cheikh Babeler est le père d'Abdallah. Tonnerre de Brest, voilà donc les événements graves auxquels faisait allusion le pauvre émir. Mais alors, vous avez raison, impossible de renvoyer Abdallah. Non, mais il y a peut-être une autre solution. Si lui ne peut pas s'en aller, rien ne nous empêche de partir, nous. Ça, Tintin, c'est une riche idée. Mais où aller? Où? Au Québec, par exemple. C'est ça, oui, très bien le Kémed. Comment? Au Kémed, en pleine révolution? Vous êtes fou? Qui vont nous faire là-bas? Peut-être pourrions-nous tenter de libérer l'émir et en même temps essayer d'y voir clair dans cette affaire qui me paraît extrêmement louche. Non, mon cher, très peu pour moi. Allez-y si vous voulez, moi je reste. Le capitaine est en train de bourrer une pipe et de l'allumer. À ce moment-là, une explosion retentit. La pipe du capitaine explose. Bam! Encore une phrase d'Abdallah. C'est bon, je pars avec vous. Un jeune garçon avec un chien blanc, ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est Dawson dans son bureau qui réfléchit. Allô, qui est à l'appareil? Ah, c'est vous, mon général. Allô,
Ah, votre portefeuille, vous l'avez retrouvé. Oui, on me l'a rapporté. Un certain capitaine Haddock, qui avait rencontré hier en compagnie d'un de mes amis, Tintin. Comment? Oui, Tintin. Vous connaissez? Quoi? Les coups de téléphone que vous avez reçus hier? Oui, c'était lui. Il avait trouvé votre numéro dans mon portefeuille. Tintin, c'est donc lui qui est revenu fourrer son nez dans mes affaires. Ah, mais il s'agit de prendre des mesures. 3 jours plus tard, à l'aéroport de Vadessa, capitale du Kémed. Voilà l'avion qui arrive de Beyrouth. Bien compris. C'est dedans, tu places cette mallette dans la soute au bagage. 2 hommes attendent l'avion et sont en train de deviser. Apparemment, ils ont des allures louches. L'avion atterrit. Pas facile d'être arrivé. Avec ces vieux coucous, on ne sait jamais. Dites donc, vous avez remarqué, il y a des bonhommes en armes dans tous les coins. Passport, please, gentlemen. Je regrette, gentlemen. Vous n'êtes pas autorisé à séjourner au Kemed. Vous devez retourner dans l'avion qui retourne à Beyrouth. Mais Savard, qu'est-ce que vous nous chantez là? Voici vos passeports. On va vous conduire à l'avion. Ça ne se passera pas comme ça, tonnerre de Brest. Nos passeports sont en règle. Vous n'avez pas le droit de. 2 hommes en armes ramènent le capitaine et Tintin à l'avion. Mille milliards de mille sabords. Étant venu de si loin et se faire rembarrer par ces pachibouzous, ça va devenir enragé. Et 1 heure plus tard, les voilà partis. Dans 1 heure, ils survoleront le Djebel Kadé. Et alors, encore une éternité à passer dans ce cercueil volant. Et ils sont gais, ces remous. On est secoués comme des dés dans un cornet. Ah, je me demande quelle tuile va encore nous tomber sur la tête. À ce moment-là, une valise se décroche, tombe sur la tête du capitaine. Plaf! Nous, tonnerre de Brest, ça n'arrive qu'à moi des choses pareilles. Attention, capitaine! Encore un! Trou d'air! L'avion pique du nez, le capitaine part en courant vers l'avant et se retrouve dans la soute au bagage. Ça fait mal au moins. Au contraire, je le retiens leur confort de voyager en avion. Milou est entré lui aussi dans la soute au bagage et remarque un tic-tac inquiétant qui sort d'un des bagages. Tic-tac, tic-tac. Foi de Milou, je sens qu'il y a là-dedans quelque chose de diabolique. Il faut tout de suite avertir Tintin. Moi, je me demande, qui a annoncé notre arrivée aux autorités à Wadesdad et qui a obtenu d'elles que nous soyons refoulés? Eh bien, Milou, que se passe-t-il? Ouah, ouah! Dis donc, veux-tu cesser? Mais ma parole, mais oui, il veut me montrer quelque chose. Ça va, je te suis. Waouh, waouh! Là-dedans? Eh bien oui, ce sont les bagages. Tu veux que j'entre? Bon, j'arrive. Waouh, waouh! Tut, tut, tut. Qu'est-ce que c'est ce bruit de sirène? Asmaradao! Un moteur en feu. Et c'est la sirène des extincteurs que nous avons entendue. Mille tonnerre de Brest! Ils n'ont pas fonctionné ces trucs-là, ça brûle de plus en plus. Allô, allô, ici Kaesh OZZ, à taux de contrôle de Vadessa. Moteur droit en feu, extincteur inopérant. Faisons demi-tour, essayons de regagner Vadessa. Pendant ce temps, Milou, dans la soute au bagage, essaie de transporter la valise dans laquelle il entend un tic-tac inquiétant. Une affaire, nom d'un homme, c'est trop doux. Il faut pourtant que... Allô, allô, ici KH OZD, moteur droit brûle toujours, moteur gauche a dératé, perdons de l'altitude. Oh, ça se voit. Il faut absolument que cet Adolino vienne examiner ce machin. Encore? Ah non, mon vieux, ça suffit comme ça. Ce n'est pas le moment de jouer, je t'assure. Un parachute! J'exige commandant un parachute! Veux-tu venir, oui ou non? Lucas, monsieur, un parachute ne vous servirait strictement à rien. Je vous dis que je veux un parachute, j'ai payé ma place, moi, et je... Voyons, jeune homme, du sang-froid, que diable. Et laissez ce pilote tranquille. Il a d'autres chats à fouetter. Le passager excédé se retourne et donne un grand coup de poing au capitaine. Tintin se précipite et lui aussi donne un coup de poing au passager récalcitrant. Oh, avec toutes mes excuses, mais Ok, boy, et merci. Maintenant que tout le monde se cramponne, nous allons essayer d'atterrir dans le désert. Allô, allô, ici KHZD. Survolons côte sud du Cadet. Avons vidé réservoir. Stop. Stoppons moteur gauche. Allons risquer atterrissage sur le ventre. L'avion atterrit sur le ventre, perd une aile. Le moteur s'enflamme. Finalement, l'avion s'immobilise.
La carlingue est intacte. À la écran, nous sommes sauvés. Ouf, ça y est, l'incendie est éteint. Mais ne restons pas ici en plein soleil. Allons plutôt nous mettre à l'ombre de ces rochers en attendant le secours. Sors de là, Milou, tout de suite. Waouh, 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 waouh. Non, non, il n'y a pas lieu de s'affoler. Vadessa est prévenu et n'est qu'à 50 kilomètres. On n'entendra pas venir nous chercher. Et quelques instants plus tard. Dis donc, capitaine, si nous restons ici, on va nous reconduire à Wadesdal. Et là, nous serons de nouveau expulsés. Un instant, Milou. Or, il paraît que la n'est qu'à 50 kilomètres. Si nous filions à l'anglaise, À pied? waouh, waouh, à pied, oui. Mais je retourne à l'avion. Cette tête de mule de Milou tient absolument à me faire voir quelque chose. Waouh, t'auto-dépêche enfin. Ça va, Milou, ça va, j'arrive. 50 kilomètres, une paille. 50 kilomètres, il me reste encore, voyons, il me reste encore un demi-litre de whisky. Ça fait 1 litre 100 kilomètres. Ce n'est pas énorme, mais enfin, une énorme explosion retentit. La casquette du capitaine s'envole. Des cailloux tombent de toutes parts. Ma bouteille, protégez ma bouteille. Tonnerre de Brest, l'appareil a fait explosion. Mais ma bouteille est intacte. Mon Dieu, Tintin. Le capitaine pose sa bouteille sur un rocher. Il était parti vers l'avion, pourvu que... Attention, ne pas casser ma bouteille. Tintin, Tintin. La bouteille du capitaine tombe et s'écrase. Crac. Mille saveur. Tintin, mon petit. Pas cassé? Pas blessé? Non, j'ai été, j'ai été jeté à terre par le souffle. Mais, et Milou, où est Milou? Sain et sauf, il vous rapporte votre galurin. Milou, mon brave Milou, tu as effleuré le danger, hein? Et moi qui croyais que tu voulais jouer. Oui, Tintin, tu as tort de ne pas me prendre plus souvent au sérieux. Une bombe à retardement dans la soute au bagage. Et c'est grâce à l'incendie du moteur droit que nous sommes encore en vie. Normalement, à cette heure-ci, nous serions dû survoler le Djebel. Tu te rends compte si l'explosion s'était produite en plein vol? Oui, nous l'avons échappé belle, et je me demande si... Quoi, ça? Non, rien. Mais croyez-moi, capitaine, ne moisissons pas ici. Filons. Eh bien, d'accord. Aussitôt à Wardestad, nous irons demander l'hospitalité au Sénat Oliveira de Figueira. Sniff, sniff. Milou est en train de chercher, de gratter le sable au bord de la mer. Waouh, 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 waouh. Milou s'est fait pincer le nez par un énorme crabe. D'ici là, il s'agit de ne pas tomber sur la colonne de secours, car dès que notre disparition aura été signalée, on va nous rechercher. La nuit est venue. Le capitaine et Tintin marchent toujours dans le désert. J'en ai plein le dos, moi, dans notre petite excursion. Si ça continue, j'aurai les pieds usés jusqu'aux genoux. Ah, à pouvoir me coucher. Vous couchez? Il faut que nous soyons à Vanessa avant le lever du soleil, capitaine. Donc, pas question de se coucher. Vite, couchez-vous! Alors quoi, je me couche ou je me couche pas? Ils patrouillent, je suis certain qu'ils sont à notre recherche. 3 hommes sur des chameaux, portant des fusils, passent à proximité du capitaine et de Tintin cachés derrière les rochers. Halt, qui va là? J'ai entendu du bruit, comme un ronflement. Eh bien oui, c'est un avion, écoute. De grâce, cessez de ronfler. Quoi? Ronfler? Je n'ai rien entendu. Ouf, ils sont passés. Ah bon. Allons, capitaine, debout, nous repartons. Au petit déjeuner au lit, Nestor. Ce n'est pas Nestor, capitaine, c'est Tintin. Levez-vous vite. Que faire, mon Dieu, pourvu qu'ils ne reviennent pas ici. Allons, c'est le moment d'utiliser le petit flacon de rhum que je garde toujours en réserve pour le cas d'urgence. Sapristi, ce diable de bouchon ne veut pas sortir. Ah, ça y est. Clouc! Entendant le bruit du bouchon qui saute, le capitaine se réveille, saisit la bouteille de whisky et la boit d'un seul coup. Halte, patou! Ah, et maintenant, qui sont ces types qui vadrouillent, pardon, en patrouille? Il m'avait leur dire deux mots, moi. Chut,
silence, il faut continuer. Enfin, Vanessa. Et maintenant, de la prudence. Les issues principales doivent être gardées. Mais je connais une petite porte qui ne l'est sans doute pas. Vous voyez, nous sommes passés sans encombre. Il s'agit à présent de retrouver la maison du seigneur Oliveira de Figuera. Je crois que c'est par ici. Oui, c'est là, je me souviens. Et vous dites qu'il a toujours offert un petit rosé? Seigneur Oliveira, Seigneur Oliveira, Le comble serait qu'il est ménager. Seigneur Oliveira, Seigneur Oliveira. C'est Tintin ici, ouvrez. 1000 sabords, une patrouille. Vite, cachons-nous quelque part. Qui est là? Patrouille, qu'y a-t-il? Comment qu'y a-t-il? C'est à moi de vous le demander, non? On n'a pas idée de réveiller les gens à une heure pareille. Dis donc, ce n'est pas de faute si vous avez le sommeil léger. Sommeil léger? Quel toupet! Après tout le bouquin que vous avez fait? Oh, et puis ça va, la prochaine fois, nous marcherons sur les mains pour ne pas réveiller le noble seigneur Oliveira. Que le diable vous emporte! Écoutez-moi ça, celui-là au moins nous l'empêchons pas de dormir. Quelle musique! Nous vous rappelons que Tintin et le capitaine Haddock, recherchés par la police, essaient de frapper chez le seigneur Oliveira en plein milieu de la nuit. Encore? Pour tous les diables, allez-vous me laisser dormir, oui ou non? Ouvrez, Seigneur Oliveira, c'est Tintin. Ouvrez de grâce. Tintin, vous ici? Entrez vite pour l'amour du ciel. Que faites-vous ici, malheureux? Vous ne savez donc pas que votre tête est mise à prix? Je sais, je viens de voir une affiche. Bonsoir tout le monde. C'est incroyable, inouï, je n'en reviens pas. Mais dites-moi, j'y songe, vous devez avoir faim. Ma foi, Et soif. Il paraît que votre rosé est très rafraîchissant. Et maintenant, expliquez-moi comment vous vous trouvez au Kémed. eh bien voilà. C'est Abdallah qui, Tintin raconte au seigneur Oliveira toutes leurs aventures. des avions à vendre, une lettre de l'émir, pris l'avion pour Vadessa. Alors nous avons décidé de repartir à pied pour Vadessa et d'aller chez vous. Vous avez bien fait. À mon tour maintenant de vous mettre au courant de la situation au Kémed. Il y a 6 mois. Aux armes! Qu'y a-t-il? Excusez-moi, je crois que je rêvais un cauchemar, des pirates qui. Ah bon, Je vais fumer une pipe, ça m'aidera à rester éveillé. excellente idée. Où en étais-je? Ah oui, je vous disais donc qu'il y a 6 mois, à la suite d'un accord entre l'émir et l'Arabère, Vadessa est devenue une escale importante sur la ligne aérienne de la Mecque. Or, ces dernières semaines, il y a eu, paraît-il, conflit entre Arabère et l'émir et les choses ont commencé à se gâter. Pendant ce temps, le capitaine, qui est en train de fumer une pipe, s'endort, sa pipe allumée. Comme par hasard, des troubles ont éclaté dans tout le pays et le cheikh Babel s'est mis à la tête des rebelles. Ceux-ci, appuyés par une aviation puissante, qui leur est, c'est le cas de le dire, tombée du ciel, ont marché sur Vadessa et ont pris le pouvoir. Ce qui est troublant, Seigneur Oliveira, c'est que les mosquitos des rebelles et les DC-3 de l'Arabère ont la même provenance. Et sait-on à quel sujet a éclaté le conflit entre l'émir et l'Arabère? Mais non, pas la moindre idée. Ah bon, nous verrons ça plus tard. À présent, il s'agit de porter au secours à l'émir. Qu'est-il devenu? Il a dû s'enfuir et s'est réfugié dans le Djebel, chez Patrache Pacha, dont les farouches guerriers lui sont restés fidèles. Ah! Le capitaine se réveille, la barbe en feu. Tintin se saisit une bouteille d'eau de sels et éteint l'incendie. Que s'est-il passé? Votre pipe, capitaine, a mis le feu à la barbe. Bon allez, il est temps de dormir. Demain nous trouverons le moyen de vous faire quitter la ville et de rejoindre l'émir. Bon, entendu. Et le surlendemain matin, 2 femmes arabes portant sur la tête des amphores sautent de chez le seigneur Oliveira. Vous avez vu une patrouille? Je sais, restez calme. À ce moment-là, le capitaine, vous l'avez reconnu, déguisé en femme et portant une amphore sur la tête, trébuche sur une pierre. Mille, mille! Le capitaine part en courant, son amphore toujours sur la tête, zigzague au milieu de la route et réussit à rétablir l'équilibre. Les soldats rient. Oh! Femme! Hein? Que dites-vous de ça? Veux-tu te taire, Milou? Milou est caché dans une des amphores qui se trouve sur la tête de Tintin. Eh bien, il était moins une. Oui, heureusement que nous avons eu toute la journée d'hier pour nous entraîner. Pauvre seigneur Oliveira.
Seigneur Olivera, en fait, vendait des cruches. Une cliente rentre chez lui. Des cruches? Désolé, madame, mais mon stock est tout à fait épuisé, j'en attends. Évidemment, en s'entraînant, le capitaine et Tintin ont cassé toutes les cruches. Bon, nous voilà hors de la ville. Et voici la fontaine. Zut! Il nous avait pourtant dit qu'à cette heure-ci, il n'y aurait personne. Près de la fontaine se trouve une femme arabe. Bien sûr, le capitaine et Tintin ne comprennent pas. La femme arabe se précipite sur le capitaine et lui arrache son voile. Elle s'aperçoit qu'en fait, il s'agit d'un homme. Et elle se met à hurler et à partir en courant. Waouh! Pourriez-vous pas parler français comme tout le monde, espèce de paillard de carnaval? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? 1000 milliards de mille sabords, cette folle va donner l'alarme. Notre guide. Et notre guide, qui n'est pas là. Olivera nous avait pourtant bien dit qu'il se tiendrait près de la fontaine avec des chevaux. Eh bien, quoi, Milou? Aou, aou. Chic, le voilà, je vais pouvoir refaire du cheval. Et quelques instants plus tard. Mes étriers, mille sabords, mes étriers! Le capitaine, son cheval, perd ses étriers. Il se retrouve pratiquement à l'envers son cheval, fait le tour du cheval et finalement se retrouve assis en arrière. C'est-à-dire qu'il regarde la queue du cheval. Pendant ce temps-là. Allô, colonel Ahmed, ici Moul Pacha du quartier général de Cheikh Babel. Ordre à tes mosquitos de décoller immédiatement. Allô, oui, mission anéantir groupe de 3 cavaliers qui ont quitté Vadesha en direction du Djebel. Allô, compris? Bon, les automitrailleuses sont également en route. Allô? Oui, il s'agit de partisans du Ben Kali Shezab. Oui, les anéantir. Les avions arrivent, mais apparemment n'ont pas très bien compris les ordres, car ils lâchent leurs bombes sur les 3 automitrailleuses appartenant à Babel Air. Boum, capitaine. Oh, écoutez, on se bat quelque part dans le désert. Nos propres avions, mais ils sont fous. Allô, ici Panthère en noir. Première mission accomplie, les 2 automitrailleuses sont en flammes. Allô, oui, ah, mission remplie, parfait. Les 2 automitrailleuses sont détruites. Félicitations, colonel Ahmed, ce sont des as, tes pilotes. Les autos... Quoi? Vite, repassez-moi le colonel Ahmed. Ah, c'est toi? J'ai mal compris sans doute. Tu ne m'as pas dit que les automitrailleuses étaient détruites? Mais si, comme tu me l'as ordonné, j'ai déjà félicité de ta part les pilotes qui... Pardon? Comment? Je t'ai ordonné ça, moi? Triple bus, c'était uniquement les cavaliers qu'il fallait anéantir. Conseil de guerre, cour martiale, passé en jugement, dégradation. Pendant ce temps-là. Il serait à notre recherche que ça ne m'étonnerait pas. Ouf, les voilà passés. Ansel, la route est encore longue. Et le lendemain à l'aube. Le capitaine dort sur son cheval. Derrière les rochers se cachent des soldats en armes. Attention, chacun le sien. Halte! Le cheval du capitaine s'arrête, le capitaine qui dormait sur son cheval s'écroule au sol. Ami, ami, ne tirez pas! Ami, nous allons bien voir, le mot de passe. Les chameaux aboient, les chiens aboient, la caravane passe. Bon, avance. Qui sont ces étrangers? Des amis de Ben Kali Shezab, ils ont fait un très long voyage pour le voir. Ça va, on va le conduire près de lui. Ces trous dans les rochers. Oui, j'ai remarqué, on dirait des fenêtres. Je me demande s'il y a des gens qui habitent là-dedans. Voyons donc, pas possible, voyons. Ah ça, je viens de voir le cœur net. Le capitaine se penche par un des trous pratiqués dans la roche. Ça, habiter, quelle plaisanterie! À ce moment-là, une femme arabe jette ses poubelles par la fenêtre, vlam, sur la tête du capitaine. Oh, pardon, madame. Vous avez raison, c'est habité. Oh, regardez! Le capitaine aperçoit un magnifique temple romain taillé dans le roc. Tonnerre de Brest, un temple romain taillé dans le roc, c'est formidable. Nous sommes arrivés. Quelques instants plus tard. Prodigieux, c'est une véritable cité creusée dans le rocher. Tintin, capitaine, vous ici, c'est incroyable. Et mon fils, mon cher petit oiseau des îles, où est-il ce trésor? Nous l'avons laissé en Europe, peut-être, mais rassurez-vous, il est en bonne main. Oh, cher petit agneau, comme de tête malheureux, si loin de son papa. En fait, le petit Abdallah n'a pas l'air très malheureux. Nous le voyons en train de jouer avec Nestor. Et maintenant, je vais te laisser ligoter à ton palier pour que les crocodiles viennent te dévorer. Ah, ça m'amuse bien, hein, Nestor? Nestor est attaché sur une chaise avec un plumeau sur la tête et un bâillon autour de la bouche. Satanos! Ah! J'entends quelqu'un qui va me délivrer. Il s'agit de Tournesol. Ah, Nestor, je vous cherchais. Pourriez-vous me donner un petit coup de main? Oh, pas grand-chose. Simplement me pousser un peu. Nestor a un bâillon, ne peut pas répondre. C'est pour expérimenter un nouveau système de direction que j'ai adapté à mes patins à roulettes. Très simple d'ailleurs. C'est le même procédé qu'on utilise pour diriger les autos miniatures.
Ainsi, par exemple, en ce moment, mes roulettes sont complètement à la gauche. Si l'on me poussait maintenant, je tournerais quasiment sur place. Le petit Abdallah, placé derrière tournesol, le pouce tournesol qui se met à tourbillonner comme une toupie au milieu de la pièce, renversant les assiettes, les casseroles, les tables, les chaises. Mais revenons au capitaine et à Tintin. Mais je suis certain que, malgré sa tristesse, ce petit ange est comme le rayon de soleil qui apporte vie et gaieté dans votre vieille demeure. Oh, bien sûr. Et vous-même, comment se fait-il que vous soyez ici? Mais entrez donc et asseyez-vous. Vous devez être fatigué. Et vous avez certainement faim et soif. Je vais vous faire servir une collation. Eh bien, Altesse, si nous sommes ici, c'est pour essayer de vous aider et de voir clair dans une histoire où l'Arabère semble jouer un grand rôle. L'arabère? Ah, les chiens, ils me payeront leur trahison. Je leur avais accordé l'autorisation de faire de Vadessa une escale importante sur la route de la Mecque. Un jour, il y a de cela 3 mois, mon petit Abdallah, ce pur saphir, a émis le désir de voir les avions de l'Arabère faire quelques loopings avant leur atterrissage à Vadessa. Des loopings? Mais Altesse, Rien de plus simple, n'est-ce pas? Et cela aurait été une telle joie pour ce cher petit agneau. Eh bien, au lieu de saisir cette occasion de faire plaisir à mon petit gâteau de miel, ils ont refusé sous je ne sais quel mauvais prétexte. mais Altesse, Naturellement, je me suis fâché et je les ai menacés de rompre notre contrat. J'ai même brandi une autre menace, celle de révéler au monde que l'Arabère se livre au trafic d'esclaves. Quoi? À ce moment-là, Milou, qui se promène dans la grotte, s'approche d'un léopard attaché à une chaîne, mais Milou est surtout intéressé par l'os qui se trouve dans la gamelle du léopard. Mais comment prendre l'os sans être mangé par le léopard? Revenons à Tintin. Au trafic d'esclaves parfaitement, leurs avions qui arrivent d'Afrique et font escale à Vadessa sont toujours pleins à craquer de noirs soudanais ou sénégalais qui, convertis à l'islamisme, vont en pèlerinage à la Mecque. oui, et alors? Au retour, par contre, leurs avions sont vides la plupart du temps. Pourquoi? Parce que quelque part entre Vadessa et la Mecque, ces noirs sont vendus comme esclaves. Mais c'est affreux cela. Oui, et pour en revenir à l'Arabère, ces chacals ont fomenté des troubles dans le pays, et grâce à leur appui, l'infâme Babel a pu prendre le pouvoir. Oh, pas pour longtemps, car je balayerai ce chien galeux, cette hyène puante, ce serpent visqueuse. Waouh! Par là, pourvu que votre chien ne soit pas approché d'Aïcha. Waouh! Et que voit-on? Milou qui arrive avec l'os dans la bouche. Mais le guépard furieux arrache sa chaîne, se précipite sur Milou. Waouh! Le capitaine, Tintin et le chèque se cachent derrière des coussins. Le guépard bondit sur Milou, lui saute dessus. Mais au bout de la chaîne qu'il avait arrachée se trouve un gros caillou, et le guépard reçoit un caillou sur la tête et est assommé. Ahmed, vite, Aïcha! Tiens, vous étiez là, vous aussi, sous les coussins? Le guépard, effrayé, croit qu'il a reçu un coup de la part de Milou et est maintenant complètement maté. Oui, un guépard apprivoisé, mais vous avez vu ce qui arrive quand on l'irrite. C'est comme moi, gare à ceux qui l'attaquent, qui m'attaquent. Le perfide Babelaire la prendra un jour à ses dépens. Ça, c'est Milou. Et aussi cette infâme de Gorgonzola, propriétaire de la Rabère. L'Arabère appartient à un Gorgonzola? À lui-même. Armateur, propriétaire de chaînes de route, de journaux, de radio, de télévision, propriétaire de firmes cinématographiques et de lignes aériennes, marchand de perles et de canons, marchand d'esclaves, dit Gorgonzola est l'homme qui a permis à Babelaire de prendre le pouvoir. Mais patience, Yamalaki ne profite jamais. C'est bien vrai ça. C'est cette canaille internationale qu'il faut démettre hors d'état de nuire. Oui, bien sûr, mais comment faire pour dévoiler son odieux trafic d'esclaves? Dites-moi, Tess, le terminus de l'Arabère est bien la Mecque, n'est-ce pas? Bon, y a-t-il moyen d'arriver là actuellement? Un espion est caché derrière la tente où se trouvent Tintin et le chèque. Ça devient intéressant. Pas facile pour le moment. Mais si vous me laissez 2 ou 3 jours, je vous trouverai bien le moyen de vous faire embarquer à bord d'un voilier pour vous y conduire. Paris, Altesse. Babelaire sera content. Mais l'espion, en partant, marche sur la queue du guépard. Waouh! Eh bien, que s'est-il encore passé? C'est Ben Youssef, Seigneur. Aïcha s'est jetée sur lui. Voyez, il en a au moins pour 3 semaines à se remettre. Il paraît qu'il avait marché sur la queue d'Aïcha. Oh, pauvre bête! 3 jours plus tard. Voilà, tout est réglé. Vous partirez demain à l'aube avec 2 hommes sûrs. Ils vous guideront vers un point de la côte où vous attendra un petit caboteur qui vous mènera à la Mecque. Mais soyez sur vos gardes. Diego Gonzola est un homme dangereux. 2 jours encore ont passé. Nous y voici. Vous pouvez mettre pied à terre. Et restez ici. Je vais m'assurer que le bateau est là. Il nous fait signe, nous pouvons y aller. Ah, voilà le raffut à bord duquel nous allons embarquer. C'est un boutre, ça. Non, pardon, un sans-bouc. Voyez, ils viennent de mettre une embarcation à la mer. Alerte, alerte, une patrouille de méharistes.
Par la barbe du prophète, il y a quelque chose de louche là-bas. Halte, qui vive? Pam, pam, tada, pam. Trrr, trrr. Depuis le bateau, depuis le bateau, les marins sont aperçus qu'il s'est passé quelque chose. Par là, ils sont tombés sur une patrouille. Pam, 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 pam. Ça, des soldats, laissez-moi rire. Au premier coup de feu tiré en l'air, ça détale comme des lapins. À l'aube. Le capitaine Tintin sont sur le bateau. Je pense encore au galop piqué par ses gardes-côtes à la mie de pain. On aurait dit qu'il voulait franchir le mur du son. Oui, malheureusement, ils auront fait rapport. Et dans ce cas, Pessimiste que vous êtes, qu'est-ce que vous craignez? Qu'ils envoient une escadre de cuirassés à nos trousses? non, pas ça, bien sûr, mais Mais quoi? là-bas, capitaine, voilà ce que je redoutais. Tonnerre de Brest! Des avions, des mosquitos! Ils reviennent, ça va barder. À plat ventre, tout le monde. Bandits, pirates, gangsters! Si au moins j'avais une arme. Eux, ils reviennent. Une arme, bon sang. Ici, tenez, tenez. Cette fois, c'est lui ou nous. Touché. Wow, 2000! Et l'autre avion s'enfuit, nous sommes sauvés. Capitaine, capitaine, que s'est-il passé? Vite, revenez à vous, nous allons griller. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai été lâchement frappé par derrière. Mais par qui nous sommes seuls? L'équipage s'est enfui à bord du canot. Vite, couchez-vous. Voilà ce qui vous a assommé. Il s'agit seulement d'un morceau du mât qui balance au gré des vagues. En se couchant, le capitaine s'écrase le nez sur le bord du bateau. Tonnerre de Brest, mon nez! Désolé, mais ne perdons pas de temps. Il faut fabriquer un radeau sans quoi nous sommes flambés. En effet, le bateau s'est enflammé sous les coups de canon de l'avion. Et une demi-heure plus tard, 1000 sabords! Sauver 2 caisses de conserve et ne pas avoir de vos boîtes, c'est à devenir enragé. le capitaine et Tintin sont sur un radeau de fortune. Et si vous essayez avec votre canif? Oh là, le pilote de l'avion abattu. Celui-là n'a qu'à se débrouiller. Il est loin. Non, tout près. Allons, venez m'aider à le sauver. Le capitaine et Tintin se dirigent leur radeau vers le naufragé. Vous avez fait du bon travail, hein, espèce de mitrailleur à bavette. Et d'abord, qui êtes-vous, votre nom? Zut! Comment zut? Allez-vous apprendre la politesse, moi, espèce de bibendum? Vous dégonflerez, moi, ectoplasme. Zut, ça, mon nom. Piotr, zut, moi, estonien. Prenez garde, votre canif. Le capitaine avec son canif s'approche de Zut et fait éclater la bouée de sauvetage qui est portée autour du cou. Bam! Zut, c'est votre nom, ça, zut. C'est bon pour une fois, hein. Pendant ce temps-là. Allô, ici R380, ici R380, j'appelle K6VM. Allô, ici K6VM, j'écoute R380. Pendant ce temps-là, sur un bateau de plaisance, voulez-vous m'accorder cette samba, princesse? Très volontiers, marquis. Quel yacht idéal pour une croisière. Le Scheherazade est vraiment un bateau merveilleux. Et cette idée de donner un bal costumé à bord, c'est formidable. Excusez-moi, monsieur le marquis, on vous demande à la radio un appel urgent. C'est bon, j'y vais. Vous voyez, cher ami, les affaires, toujours les affaires. Je suis un véritable esclave. Voulez-vous me pardonner? Je vous en prie, marquis. Quelle hôte délicieuse, marquis. Cette croisière à bord du Scheherazade est un enchantement. Oui, c'est un véritable gentilhomme. Évidemment, de mauvaise langue insinue qu'il a un passé plutôt chargé. Il est certain qu'un tel étalage de luxe ne peut manquer de susciter l'envie. Il faut d'ailleurs avouer. Allô, K6VM R380, transmettez en code. Forte piqûre de guêpe à chevrette bleue. Parasite 1 et 2 mis en bouteille. Terminé. K6VM R380 compris. Terminé. Bon, le code maintenant, et mettons cela en clair. Les parasites 1 et 2, je sais qui c'est. Là, j'y suis, parfait. Mulpacha a bien travaillé. Nous avons fini avec ces deux énergumènes. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bomba, plancton et eau de mer. Moi, boire de l'eau de mer, vous n'êtes pas tombé sur la tête, non? Essayez donc, capitaine, ce n'est pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça.
Prenez, pensez à tous les poissons crevés qui pourrissent là-dedans, à tous les noyés qui mijotent depuis des siècles, aux tonnes de détritus que les bateaux y déversent chaque jour. Libre à vous de vous suicider en buvant cette lavasse. Mais pour moi, c'est niet sur toute la ligne. Ça, Badre est bon. De plus, de plus, de plus, de plus. Youpi! Là-bas, un bateau sauvé! Un bateau, et ça juste au moment où vous venez d'avaler ce bouillon de culture. Oh, c'est trop drôle! Un bateau, c'est vrai. T'as se rouler par terre! C'est moi, le capitaine trébuche sur une planche du radeau et tombe à l'eau. Pourvu qu'il nous aperçoive. Lui qui ne voulait pas boire de l'eau de mer, eh bien le voilà servi. Alors, capitaine, vous vous êtes finalement décidé? Moi, passez donc, pas bu le goutte. Oh, le bateau, lui pas nous voir, lui bardir. Tonnerre de Bresse, c'est vrai, il s'éloigne. Quel est le bourg d'amiral de bateau lavoir qui commande cet équipage de marins d'eau douce? Que faire? Que faire pour attirer leur attention? Oh, une idée. Un de vous a-t-il un miroir? Un miroir, pourquoi faire? Ici, moi, un miroir. Vous voulez, peigne aussi? Non merci, seulement le miroir. Bravo, petit, je n'y songeais pas. Allez-y, mille sabords, envoyez-leur le soleil dans la figure, ils finiront bien par nous apercevoir. Espérons-le, c'est notre dernière chance. Signaux lumineux à tribord, commandant. Là-bas, commandant, vous voyez? Oui, je vois, un radeau avec 3 hommes. Allô? Oui, commandant? Je vous écoute. Comment? Un radeau et des naufragés? Sapristi. Attendez, je viens voir. D'ici là, pas un mot, mes invités, j'arrive. Là-bas, monsieur le marquis, vous voyez les signaux qu'ils nous font? Ils sont 3 avec un petit chien. Crétonnerre, Tintin, le marin barbu. Et un troisième larron. Mais alors, le message que Mulpacha vient de m'envoyer. Je vais mettre le cap sur eux? Oh, inutile, ce sont encore ces farceurs qui traversent les mers sur une coquille de noix. Vous savez bien ces 3 Anglais dont tous les journaux ont parlé. Ils n'ont besoin de rien, continuez votre route. Mais, monsieur le marquis, je vous dis de continuer. Ouvrions-nous, grand Dieu, s'il fallait s'occuper de tous les lumerlus qui se lancent à l'aventure sur les océans. Continuez, et pas un mot de cela aux passagers, compris? Marquis, ouais, marquis! Marquis, Où êtes- venez, Où merci, êtes-vous? marquis. Marquis, oh! Ici, qu'y a-t-il? Des naufragés, mon cher, là-bas sur un radeau. C'est vrai, marquis, de véritables naufragés, c'est follement amusant. Oui, oui, je sais, justement, je venais de donner l'ordre au commandant d'aller les recueillir. Oh, je suis ravie. Voir des naufragés de près a toujours été mon rêve. Ils virent de bord! On nous a enfin aperçus. Sauvé! Sauvé! Tralalalala. Le capitaine danse sur le radeau et ouf, retombe à l'eau. Vous voulez donc à tout prix que ce soit réellement le radeau de la méduse? Et le capitaine ressort de l'eau avec une grosse méduse sur la tête. Diable, que faire? Il ne faut pas qu'il me voie. Allô, oui, monsieur le marquis, que votre nom ne soit pas prononcé devant les naufragés? Bien, monsieur le marquis. De plus, je désire que ces gens soient immédiatement soustraits à la curiosité de mes invités et qu'il n'y ait aucun rapport avec eux. Tonnerre de Bresse, quel beau bâtiment, un yacht de milliardaire, ça. Et ces imbéciles qui se croient tirés d'affaire. Laissez-moi rire. Tonnerre de Bresse, les gars, quel magnifique yacht. C'est à qui ça? On me dit donc, c'est le carnaval à bord. Presque un bal travesti. Et tous ces gens, vous savez, c'est pas n'importe qui, rien que des altesses et des duchesses et des vedettes et patati et patata. Ma, per la Madonna, je ne me trompe pas, c'est Tintin et son ami, le patron pêcheur Bardock. La Castafiore se trouve sur le bateau. Je vais les accueillir, l'art d'ouvrir les bras aux enfants de l'aventure. Au nom du marquis Rosola, bienvenue à bord, car ici, Mémie. Sauve qui peut, la Castafiore, qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le radeau? Ce cher Tintin. Ravi de vous revoir, mon brave Carboc. À rock. À rock'n'roll, madame Castafiore, à rock'n'roll. Désolé, madame, mais monsieur le marquis a donné des ordres, ses propres gens sont morts de fatigue. Et puis la contagion, vous comprenez? Voyons, je ne suis pas malade. Un peu plus tard. Alors, Parker, vous les avez interrogés? Oui, monsieur le marquis. Ils se trouvaient sur un sambouk qui les a menés à la Mecque. Ce matin, leur bateau a été mitraillé et incendié par des avions du Kemed. Après avoir abattu un des appareils, ils ont fabriqué un radeau à bord duquel ils ont recueilli le pilote de cet avion. C'est bien, Parker, je vous remercie. Que monsieur le marquis me pardonne, mais je dois encore lui signaler que madame Castafiore, qui connaît 2 des naufragés, leur a souhaité la bienvenue au nom de monsieur le marquis. Diable! Le yacht du marquis Gorgonzola.
C'est inouï, je n'en reviens pas. Et alors, Tintin, on est dans la Lune? Hé, Tintin! Ils ne peuvent pas rester à bord. Mais comment faire? Comment faire? Oh, mais j'y suis, le Ramon, hein. Il est dans les parages. Il faut que demain nous le croisions comme par hasard. Le lendemain à l'aube. Habillez-vous vite. Vous avez de la chance. Nous venons de croiser un cargo qui se rend précisément là où vous alliez, à la Mecque, et qui accepte de vous prendre à son bord. Bon, ça va. Et quelques minutes plus tard. Voilà, c'est réglé. Et maintenant, mes chers amis, je vous souhaite une bonne croisière. Ah, ça fait plaisir de se retrouver sur un bon vieux cargo. Voilà déjà de quoi vous loger, vous deux. Votre copain ira ailleurs. Et le commandant viendra vous voir dans quelques minutes. Il vous apportera lui-même votre whisky. Oh là, dis donc, Moussaillon, pas si vite, que voulez-vous dire? Oh, ça c'est trop fort. Il nous a enfermés, cette espèce de porc épique mal embouché. Ouvrez, tonnerre de Brest, ouvrez. En voilà, des sauvages. Ouvrez, ouvrez. La porte s'ouvre brutalement et le capitaine le ressent en plein visage. Et alors, vieille grogne, on commence déjà à l'esclandre? Alan! Avec plaisir de se retrouver, pas vrai, le cachalot? On va d'ailleurs arroser ça. Alan, que se passe-t-il? Comment se fait-il que vous vous trouviez ici? Bien simple, je commande un escargot de dire Gorgonzola. Hier, j'ai reçu l'ordre de changer de cap. Et ce matin, comme par hasard, nous avons croisé le Scheherazade. Bien joué, n'est-ce pas? En effet, et peut-on savoir ce que vous comptez faire de nous? Si vous êtes bien sage, vous débarquez. Mais pas à la Mecque, bien sûr, à Vadessa. À Vadessa? Mais c'est la mort pour nous. Le cheikh Babélaire nous a mis notre tête à prix. Ça, mon petit père, je ne suis pas censé le savoir. Allez, assez causé. Tu dois avoir soif. Tiens, bois ça à ma santé. Il n'en est pas question. Et tu vas nous débarquer à la Mecque, hein, sinon... Sinon quoi? Je te conseille d'être bien gentil. N'oublie pas que nous sommes ici en rouge où les requins ne manquent pas. Tiens-le-toi pour dit. Maintenant, je suis bon prince. Je te laisse cette bouteille pour te consoler. Là-dessus, bye bye. Nous arriverons après-demain. Tu as donc tout le temps de mettre au point une grave question. Dors-tu avec la barbe au-dessus ou en dessous des couvertures? Très bon, la barbe. Oui, il n'enfermera pas l'œil de la nuit. Au-dessus. Non, ça ne va pas. En dessous, mais sabord, ça ne va pas non plus. Le capitaine est versé à la bouteille. Son ange gardien lui dit « Attention, qui a bu ?» Bon, ah, c'est vrai. Le diable lui dit « Allez, petite gorgée. » Mais oui, pourquoi pas. À ce moment-là, le bateau tangue et la bouteille se casse. Au-dessus? En dessous. Mais plus flûte pour la couverture, il fait déjà assez chaud ici. Voilà, comme ça la question est réglée. Je vais enfin pouvoir m'endormir. Pas si vite, vite, sautez. Par ici, venez, venez. Mais non, je ne rêve pas. Ces cris, ces galopades, les machines arrêtées, tout cela est réel. Debout là-dedans. Le capitaine oublie qu'il se trouve sur une couchette superposée et s'écrase. Vous êtes tombé de votre couchette? Voulez-vous que c'est de la planète Mars? Levez-vous, mille sabords. J'ai l'impression que cette bande de rats est en train de quitter le bateau. Ouvrez, tonnerre de Brest, ouvrez ou je fais un malheur. Ici, capitaine, une cabine. Essayons d'enfoncer la porte. Plong, la porte s'ouvre. Vite, voir ce qui se passe. Waouh, capitaine reçoit la malle sur le pied. Vite, capitaine, vite. Tonnerre de Brest, le feu à bord. Les marins ont tous quitté le bateau. D'une air, les gars, souk et ferme, ça va sauter d'un moment à l'autre. Naufrageurs, pirates, flibustiers, frères de la côte, nous laissez en plan sur un navire en perdition, que le diable vous étripatouille. Suivez-moi, à l'arrière, nous trouverons pour le moment un radeau. Décidément, nous avons une vocation de naufragés. Oh, au secours, monsieur, monsieur. Des hommes dans la cale, pas possible. Qui êtes-vous là-dedans? Écoute, monsieur, on est des noirs, ici. On est enfermés dans la cale, on a peur. Les noirs? Et on dirait qu'ils sont nombreux. Que faire, capitaine? On ne peut pas les abandonner comme ça. Vous avez raison, venez, nous allons essayer de maîtriser l'incendie. Mais Dieu sait ce que transporte ce cargo. 18 tonnes d'explosifs et de munitions, ça va faire un beau feu d'artifice. Ça y est, la lance est branchée, et maintenant, ouvrons les vannes. Le capitaine est aspergé par la lance d'incendie. Blou, blou, blou. Je dé... blou, cap. Blou, blou. Merci, ça va, je vais m'attaquer au feu. Vous filez à bâbord et mettez notre lance en action. Mon Dieu, pourvu qu'on y arrive. À ce moment-là, une vague énorme surgit, submerge le bateau et éteint l'incendie. Depuis le radeau de sauvetage, les marins sont aperçus qu'il n'y a plus de fumée. Et alors, cette explosion, c'est pour aujourd'hui ou pour... Mais je ne vois plus ni flamme ni fumée. Tonnerre de tonnerre, l'incendie est éteint. Demi-tour, les gars, on retourne. C'est éteint, une grosse vague. J'ai d'ailleurs failli passer par-dessus bord. Quelle chance, ces pauvres noirs à présent, capitaine.
Vous avez raison, mais avant tout, je vais tenter de remettre les machines en marche. Vous grimpez à la passerelle et prenez la barre. Et une demi-heure plus tard. Par tous les diables, le Ramona s'éloigne. Quelqu'un a remis les machines en route. Ouf, ça n'a pas été tout seul, mais enfin, ça y est. Magnifique, capitaine. Et maintenant, les noirs. Oui, mais il y a plusieurs gens. D'abord, l'ancien appel à la radio. Oh! Regardez! Zut, mort. Non, il vit. Voyez, il reprend connaissance. Zut, mon vieux Zut, parle. Que s'est-il passé? Vous, fuir, vite, vite, le feu, beaucoup munitions dans le bateau, vite, sinon, explosion. De munitions? Ah, les pirates! Voilà pourquoi ils ont filé comme des rats. Rassurez-vous, Zut. Maintenant, l'incendie est éteint. Il n'y a plus de danger. Mais vous, que vous est-il arrivé? Réveillez, moi, pour partir avec eux. Sans vous, je n'ai pas voulu. J'ai voulu, réveillez-vous et envoyer radio. Alors, eux, vacher, caser la radio et battre avec moi. Alors, eux, moi, knock-out, eux, Bardi. Oui, ils nous ont abandonnés, ces iconoclastes. Voilà, nous voilà seuls à bord, avec une bande de malheureux parqués à fond de cale. Si vous voulez, je peux aider et réparer radio. Je peux, par exemple, lancer SOS. Bonne idée, faites ça. Moi, je vais m'assurer si vraiment il n'y a plus aucun danger. Un peu plus tard. Vous pouvez être tout à fait tranquille, Moussaillon. L'incendie est complètement éteint. Maintenant, m'occuper de ces noirs. Et d'abord, les sortir de leur trou. Ça va, je suis à vous. Et là, voulez-vous me lâcher? À moi, Tintin, à moi. Troglodyte, cornichon, va-nu-pied, lâchez-moi. Arrière, Visigoth, arrière, anacolute. Le capitaine est assailli par une vingtaine de noirs qui suivent. Capitaine, j'arrive. Courage, je suis là. Il prend le jet d'eau et arrose tous les noirs qui partent dans tous les sens. Excusez-moi, capitaine, mais je n'avais pas le choix. Oh, ne vous en faites pas, je commence à avoir l'habitude. Espèce de coloquinte à la graisse de hérisson. Je vous tire les oubliettes et tout ce que vous trouvez pour me remercier, c'est tomber sur le dos. Écoute, monsieur. Écoute, monsieur. Faut pas te fâcher. On a été enfermés ici par des méchants blancs. On croyait que tu étais avec eux. On ne savait pas, nous, monsieur. Où sont les méchants blancs maintenant, monsieur? Beaucoup de méchants blancs partis. Abandonnez-nous. Mais si vous voulez aider moi conduire vous, où vous voulez aller? À la Mecque, hein? Vous allez, hein? Oui, monsieur, à la Mecque. Nous sommes de bons musulmans. Nous allons en pèlerinage au tombeau du prophète. C'est bien, on vous y conduira à la Mecque, à condition que chacun obéisse aux ordres que je lui donnerai. Et pour commencer, il me faut 2 hommes pour la chaufferie. Oui, oui, moi, oui, moi, oui, moi, monsieur, moi. monsieur. 2 jours ont passé. Voilà, si mes calculs sont exacts, nous serons bientôt en vue de Djebba, le port de la Mecque. Oui, ces pauvres noirs sont presque arrivés à destination. Ces pauvres noirs, vous êtes donc toujours persuadés qu'ils vont être vendus comme esclaves? C'est ridicule. Si l'émir a dit vrai, j'ai bien peur que ce soit le sort qui les attend. Alors, tout ça c'est du roman feuilleton. De nos jours, l'esclavage, ça n'existe plus. Dites-moi, capitaine, y a-t-il oui ou non du coq à bord? Du coq? Mais... Capitaine, viens voir. Un bateau qui arrive. Tiens, oui, un sambouc. Le pilote du port de Djebba, peut-être. Mais non, nous sommes encore trop loin de la côte, alors un pêcheur. Curieux ça, il nous fait des signaux. Arrêtons-nous, nous verrons bien ce qu'il nous veut. De l'embarcation descend un chef arabe. Le salam, ça sur toi, matelot. Le capitaine Alan est-il là-haut? Le capitaine Alan, fini, parti. Le capitaine, maintenant, c'est moi. Ah, c'est toi qui le remplaces. Bon. Est-ce que le coq est de bonne qualité cette fois? Le coq? Même le savoir, qu'est-ce que vous voulez tous donc avec votre coq? Il n'y a pas de coq à bord, tonnerre de Brest. Pas de coq à bord? Pas de coq à bord. Viens ici, toi. Oui, monsieur. Oui, de bons muscles, ça va. Fais voir tes dents, toi. Les où, le bec, toi? Pas trop mal, les dents sont saines. Dis donc, as-tu fini de faire le maquignon? Cet homme n'est ni un cheval ni un esclave. Hein. Chut, il ne faut pas prononcer ce mot. On dit coq, tu le sais bien. Du coq, mille sabords, t'as raison. Il y en a encore des négriers. Et c'est ce métier-là que tu fais, Forban. Espèce de trafiquant de chair humaine, tu mériterais que je te fasse pendre à la grande vergue du bâtiment. Attention, capitaine. Il a sorti un couteau. Ah, ding, le couteau tombe par terre. Espèce de coupe-jarret, tu as de la chance que je ne te fasse pas avaler ta barbe. Mes filles de vipère, et que je ne te retrouve plus jamais sur mon chemin. Au large, flibustier, hors de ma vue, gibier de potence. Le chef arabe rembarque sur le sambouk qui s'éloigne du bateau. Le capitaine continue à hurler.
Sapajou, marchand de tapis, paranoïaque, moule à gaufres, cannibale, ornithorynque, poisson soif, pachibouzou, anthropophage, cercopithèque, schizophrène, jocris. Inutile, capitaine. Il est trop loin maintenant. Ah, vous croyez ça, vous? Eh bien, il n'a pas fini de m'entendre. Où allez-vous? Sur la passerelle. Pirate, ectoplasme, colocante, rapace. Le capitaine s'est saisi d'un haut-parleur. Trompe la mort, ostrogoron, va-balle. Cette fois, je crois qu'il est réellement hors de portée. Oui, c'est bien dommage, négrier, va. Mais à propos, vous, comment le mot coq vous a-t-il mis la puce à l'oreille? Vous allez voir. Voici un bout de papier que j'ai trouvé sur la table pendant que vous traciez votre route sur la carte. Lisez. Dit Gorgonzola à commandant Ramona. Ordre livré coq à Kader, à Zeb. Pendant ce temps sur le Sambouc. Par la barbe du prophète, ce chien me le payera cher. Un fragment d'un télégramme envoyé par Di Gorgonzola à ce bandit d'Alan. Et coq est un mot de conne pour désigner leur cargaison de futurs esclaves. Ah, les forbans. À présent, il faut parler aux Noirs. Ils doivent comprendre qu'aller à la Mecque dans ces conditions, c'est de la folie. D'accord. Et puis, il faudrait pouvoir lancer un appel par la radio. Ça avance, zut. Encore beaucoup de travail, capitaine. Bon, eh bien, je vais leur parler aux Noirs. Quant à vous, gouvernez plein sud. Nous allons mettre le cap sur Djibouti. Ok. Quelques instants plus tard. Mes amis, écoutez-moi bien. Si vous avez entrepris ce long voyage, c'est bien pour aller en pèlerinage à la Mecque, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Ensuite, vous comptez naturellement rentrer dans votre pays et retrouver votre famille. C'est bien cela, pas vrai? Oui, Oui, bien d'accord, sûr, oui, oui, bien sûr. oui. Hélas, c'est un tout autre sort qui vous attend. Vous avez vu cet arabe qui est monté à bord et que j'ai chassé? Il vous attend à la Mecque pour vous acheter et faire de vous des esclaves. Des esclaves, comprenez-vous? Oui, capitaine, bien compris. Il est très méchant, cet arabe. On ne veut pas être esclave, nous. On veut simplement aller à la Mecque. C'est entendu, je le sais. Mais je vous répète que si vous y alliez, vous seriez vendu comme esclave. C'est cela que vous voulez? Non, monsieur, pas esclave. On est des bons musulmans. On veut aller à la Mecque. Mais millions de mille savoir, je me tue à vous répéter que si vous y allez, vous serez vendu comme esclave. C'est clair, oui ou non, tonnerre de Brest? Quoi couiller, capitaine? Nous, on veut simplement aller à la Mecque. Eh bien, espèce de tête de mule, allez-y donc à votre Mecque. Et vous resterez là-bas pour toujours. Vous plus jamais revoir pays natal, plus jamais revoir famille. Vous, toujours esclave. Voilà ce qui vous pend au nez. Vous, d'ectoplasme à roulette. Nous, on n'est pas des ectoplasmes à roulette, monsieur. On est des bons musulmans. On veut aller à la Mecque. Rien à faire, tout essayer. N'en démorde pas. Ils veulent aller à la Mecque. Un point, c'est tout. Ça s'est cogné la tête contre le cabestan. Béni. Là. Et alors, quoi? Que se passe-t-il? Encore? Pourquoi ces disputes? Moi, monsieur, je ne veux pas aller à la Mecque. Je leur ai dit que tu dis la vérité. Dans mon village, 3 jeunes hommes sont partis pour la Mecque. 2 ans déjà, et jamais revenus. Ils sont sûrement esclaves maintenant. Je ne veux plus aller à la Mecque, moi, monsieur. Moi aussi, comme lui. Moi aussi, Moi aussi, comme lui. Alors, ça va, je n'ai pas prêché dans le désert. Eh bien, nous allons nous mettre d'accord. Ceux qui ne veulent pas aller à la Mecque seront débarqués dans un autre port. Les autres, ma foi, ils pourront continuer leur voyage et ça leur chante. D'accord. Le lendemain matin. Et voilà, après-demain, nous serons à Djibouti et ce sera la fin de nos tribulations. Oui, si tout va bien, je ne serai réellement tranquille que lorsque nous serons arrivés. Dites-vous bien qu'en ce moment, Dir Gorgonzola est au courant de la situation et qu'il sait que nous savons gare à ceux qui est occupé de nous préparer. Un avion, et qui tourne autour de nous, bizarre. Allô, allô, Albatros à requin, avons repéré Ramona à 20 000 à l'ouest des îles Farasan. Il fait route au sud-est, terminé. Un peu plus loin se trouve un sous-marin. Allô, allô, requin, Albatros, compris, mettons cap à l'ouest. Pour croiser la route, terminé. Et dans le sous-marin, qui trouve-t-on? Rastapopoulos. Ça y est, mes ordres ont été exécutés. Il s'en va, je me demande ce qu'il est venu faire. Je n'en sais rien, mais je n'aime pas beaucoup ce genre de visite. Tout va bien, mes gaillards, sont sur la piste. Dans quelques heures, le Ramona aura disparu corps et bien. Ainsi, tous ces témoins gênants seront définitivement liquidés. Le manège de cet avion m'inquiète. À votre place, capitaine, je changerai de cap. Vous avez raison, je vais le faire. Quelques heures plus tard. Et alors, zut, la radio, ça marche? Non, non, pas marcher, radio. Je veux pas trouver la vanne, je veux plus savoir quoi faire.
Encore? Serait-ce le même? Attention, le fil! La radio tombe. Oh, oh. La radio sûrement gazée tout à fait maintenant. Depuis l'avion. Allô, Albatros à requin, avons retrouvé Ramona. Gouverne plein sud. Se trouve à 30 000 à l'est de l'île d'Akakabir. Commence à m'énerver ce oiseau de malheur. Au large, bourg de mouchard. Va voler ailleurs que sous mon nez, espèce d'animal. À ce moment, le capitaine reçoit un poisson volant en plein sur le nez. Plaf! Depuis le sous-marin. Requin, Albatros, Ramona en vue. Nous apprêtons à plonger. Mon Dieu, zut. Je suis désolée, vous qui travaillez depuis si longtemps à cette radio. Et moi, stupidement. Chut! Ça marche maintenant! Après un choc pareil? Ce n'est pas possible, voyons. Ça marche, je dis, écoutez! Tut, 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 tut. Capitaine, la radio, elle marche. Le capitaine et Tintin, en passage d'une porte, se bousculent. Paf! Excusez-moi. Mais la radio, capitaine, la radio, elle marche. Ah oui, eh bien j'espère qu'elle regarde au moins où elle va, elle. Parce que moi j'en ai assez de me faire télescoper. Il y a 2 minutes, vlaf, un poisson volant en plein dans le médaillon. Maintenant, vous, ça suffit comme ça. Il y a des poissons volants? Ah ça, je vais les observer à la jumelle. Oh, comme c'est gracieux. On dirait de petites flèches d'argent qui jaillissent des vagues et qui, hop, en voilà 2. Et là, 3 autres. Et là, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Capitaine, un périscope! Où est-il à présent? Je ne le vois plus. Sapristi, je suis pourtant certain que... Alors, du calme. Là, capitaine, dans cette direction, j'en suis sûr. Là, tout au loin. J'ai vu le sillage, je vous dis. Avant tout, du calme, Moussaillon. Périscope ou pas périscope, du calme. 1000 millions de tonnerres de Brest! Un périscope, là, c'est vrai! Allez, à aux armes, SOS, la radio, zot, flûte, la radio, zut! Au secours, tout de suite, le sous-marin, branle-bas de combat, du calme, du sang-froid, les femmes et les enfants d'abord! Du calme, capitaine, du calme. Tout n'est pas diable. Vous avez raison, pas de panique, du calme et du sang-froid. Ah, catastrophe, fini, rien à faire. Si ce sont des types à là, nous sommes perdus. Quoi encore? Des munitions dans la cale avant, une torpille là-dedans, vous vous rendez compte? Bien sûr, seulement, elle n'y est pas encore, cette torpille. Allons, vite, chacun à son poste. Et non loin de là, depuis le sous-marin. Nous voici presque à bonne portée, ils ne se doutent pas de ce qui les attend. L'affaire va être rapidement réglée. Tube 1, pareil. Tintin à la radio, vous, zut, à la barre, vous répéterez mes ordres. Attention, bâbord c'est gauche, tribord c'est droite. Comme dans le beau, batterie. SOS, SOS, ici SS Ramona, sous-marin inconnu dans parage immédiat. Craignons le pire, voici notre position. Depuis le sous-marin. Tube 1, lancé. SOS, SOS, ici SS Ramona, en danger d'être torpillé. Torpille à bâbord, la barre à tribord, toute. La barre à tribord, doute. Malédiction, ils ont fait un crochet, ils nous avaient donc repérés. La torpille passe à côté du bateau. SOS, SOS, une torpille vient de nous frôler. SOS, hâtez-vous, SOS. L'instant d'après, à bord du Los Angeles. Un SOS que je viens de capter, commandant. Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire de sous-marin? La guerre est finie, non? Mais pendant ce temps-là. La barre, 20 degrés à tribord. En avant, vitesse 6, préparez le tube 2. Hurrah, notre appel a été entendu. USS Los Angeles à SS Ramona. Avons reçu SOS. Faisons route vers vous. Serons sur place dans 3 heures. Ramona à Los Angeles. Avons pu éviter première torpille, mais seront probablement coulés avant votre arrivée. Depuis le sous-marin. Le voilà passé sur bâbord avant. Cette fois, il ne nous échappera plus. Normalement, il doit se trouver maintenant par tribord arrière. Dans quelques minutes, j'en battrai de nouveau sur bâbord pour le déconcerter. La barre à bord. Non, la barre à bâbord, 30 degrés. Barre à bâbord, 30 degrés. Par tous les diables, ils ont encore fait un crochet. Patience, il finira bien par abattre de nouveau sur tribord. Et à ce moment-là, sous-marin appartient récemment trafiquant esclave, dont chef Marquis Gonzola à bord. MS Scheherazade en croisière mer Rouge. La barre à tribord, 45 degrés. La barre à tribord, 45 degrés. Voilà, tube 2, lancé. Une nouvelle torpille part. Torpille à tribord, tonnerre de Brest. Vite, au transmetteur d'ordre. En avant, 1000 sabords, full speed. Mais le capitaine détériore le transmetteur d'ordre. 1000 millions de 1000 sabords. Tonnerre de Brest, le transmetteur d'ordre est bloqué sur marche arrière. Vite, un tournevis. Depuis le sous-marin. Malédiction, ils battent en arrière. Notre torpille va de nouveau rater son but. Ah, ils sont coriaces, ces gaillards-là. Hurrah, elle est passée devant. SOS, une seconde torpille vient de nous manquer. Los Angeles, hâtez-vous. Vite, vite, débloquez ce fichu mécanique. Le capitaine s'empare d'un tournevis et essaie de débloquer le transmetteur d'ordre. Ah, satané bazar, fourbi le truc, tiens, ça.
Ah! Ah, depuis le sous-marin. Il continue en arrière, et bien allons-y, tube 3 et 4, pareil. Putain! Ah, saleté d'appareil là! Ah! Ah! Tiens, tiens! Le trafic est complètement détérioré. Allô? Allô, les machines? Allô? Trop tard, nous sommes touchés. Encore? Non, non, ce sont des charges sous-marines. Ouf, j'ai bien cru que nous étions torpillés. Des hydravions de la US Navy qui ont pris ces pirates pour cible. Ce sont sûrement les appareils de Los Angeles. Oh là là, mes aïeux, quel dégelé! Ils ne sont pas aplatis comme des sols après ça. Attendez là, ce bouillonnement. Regardez, le sous-marin fait surface. Oui, oui, sans doute. Ont-ils été sérieusement secoués? Victoire, ils agitent un drapeau blanc. Ils se rendent et finit à la comédie. Allô, allô, ordre à sous-marin inconnu, restez en surface et stoppez machine. Au premier geste suspect, nous envoyons grenade et cette fois au but. Depuis le sous-marin. Plus question de torpiller maintenant. Une mine sous leur coque avec les munitions qu'ils ont à bord, on croira à un accident. Allez, vas-y, tu as le temps, la mine n'éclatera que dans 1 heure. Et un homme grenouille part sous l'eau, une mine à la main. Faites vite, ils reviennent. Sauvez, youpi, sauvez! Hurrah! La 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 la. Hurrah! Youpi! Regarde, dans ce folklorique des hommes blancs. Pendant ce temps, l'homme grenouille arrive sous la coque du Ramona. On m'a dit à l'avant, c'est là que se trouvent les munitions. Pendant ce temps-là, c'est très joli tout ça, mais il faut attendre Los Angeles. Je vais voir s'il y a moyen de jeter l'ancre. 22 brasses de fond, c'est parfait. Oh les gars, mouillez l'ancre, 80 brasses de la chaîne. Et au moment où l'homme grenouille va poser la mine sur la coque du Ramona, l'ancre descend et lui heurte la tête. L'homme grenouille lâche la mine, qui est aussitôt avalée par un requin. 1 heure plus tard. Hurrah! Ça y est, Los Angeles. Croiseur américain en vue. Vous en faites pas, les gars. Ça a sauté d'un moment à l'autre. C'est le requin qui vient d'exploser. Le lendemain matin, Rastapopoulos. Plus aucune nouvelle de Kurt et son sous-marin. Mais que fabriquent-ils ces imbéciles? Rastapopoulos écoute la radio. Il est militaire d'Arraisonner, le MS Scheherazade, et d'appréhender son propriétaire, le nommé Rastapopoulos, qui se fait passer pour le marquis di Gorgonzola. Perdu, je suis perdu, mais non, ce n'est pas possible. Le téléphone sonne. Ring, ring. Allô, oui, venir sur la passerelle? Pas le temps, commandant. Le quoi? Un bâtiment de guerre? J'arrive. Le croiseur Los Angeles, monsieur le marquis, il vient de nous intimer par héliographe l'ordre de stopper. Que faut-il faire? Répétez le message, Tom, et ajoutez que si nous ne s'arrêtons pas immédiatement, nous ouvrons le feu. C'est bien, stoppez les machines et mettez mon canot personnel à la mer. Je vais aller moi-même leur dire ce que je pense de leur façon d'agir à ces espèces de cow-boys. Ah, ils obéissent, parfait, mais que font-ils donc? On dirait. Mais oui, ils mettent un canot automobile à l'eau. Et là, c'est Rastapopoulos qui s'y installe. N'insistez pas, mes amis, j'irai seul. Et il se dirige vers nous. Eh bien, ça c'est plus fort que tout. Avoir ainsi l'audace de venir nous narguer, quel culot! Mais quoi, que se passe-t-il? Il ralentit, il s'arrête. Serait-il tombé en panne? Mon Dieu, il coule! En fait, Rastapopoulos n'a pas coulé. Son canot automobile était en fait caché un petit sous-marin. Et Rastapopoulos s'enfuit sous l'eau. Et hop, le tour est joué. Essayez donc de m'attraper à présent, messieurs. Ha 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 ha! Et voilà, l'histoire est terminée. Nous retrouvons le capitaine Haddock et Tintin à Moulinsart, quelques jours plus tard. Eh bien, ça fait plaisir de se retrouver chez soi, de respirer l'air du pays, de réentendre des bruits familiers. Tenez, ce bruit de moteur, c'est le jardinier qui tond la pelouse. Mon Dieu, c'est le professeur Tournesol. Qu'a-t-il encore inventé? Eh bien, professeur, vous avez une façon de souhaiter la bienvenue aux gens. Mais qui voilà? Bienvenue à Moulinsart. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que vous avez au pied? Ingénieux, n'est-ce pas? Des pâtés à moteur. Depuis longtemps, je cherchais à résoudre le problème de la circulation. Je pensais à un engin souple, maniable et un peu encombrant. Et peu encombrant qui? C'est ça. Il faudra installer des feux rouges sur les trottoirs avec votre système à la graisse de cabestan. Et autre chose. Oui, Abdallah? Non, un moteur à 2 temps de 28 cm3 commandé par des flexibles qui permettent à la fois de régler les gaz et de diriger des patins. C'est prodigieusement intéressant. Mais je vous demande, moi, où est Abdallah? Abdallah, où est Abdallah? Eh bien, vous ne le croiriez pas, j'atteins le 50 à l'heure. Voulez-vous faire un essai? À ce moment-là arrive Nestor, terriblement amaigri. On ne le reconnaît à peine. Monsieur, ah, que je suis heureux de revoir monsieur. Bonjour, mon brave Nestor. Mais mon pauvre ami, que vous est-il arrivé? Je crains que le séjour de monsieur Abdallah ne me fait aucun bien.
Mais ça va aller mieux. Il est parti hier avec toute sa suite. Il nous a d'ailleurs laissé un mot. Pauvre Nestor, un véritable démon ce gosse. Allons voir ce qu'il nous a écrit. Vous pourrez pas appeler par mon nom, à mon cher Mille Sabords. Mon cher Mille Sabords, j'ai été bien sage. Je n'ai pas fait de farce. Papa m'a écrit, je dois retourner à la maison. C'est triste car je m'amuse bien à Moulinsart. Ton ami Abdallah. Gentil, n'est-ce pas? Nestor se sera fait du mauvais sang pour d'innocentes gamineries. Le capitaine s'assoit sur un fauteuil. Et une charge explosive se trouvait sous le fauteuil. 1000 millions de mille sabords. Encore un coup de ce démon de gosse. Est-ce que je n'aurai donc jamais la paix, mille tonnerres, la paix? Monsieur Lampion vient d'arriver. Qui ça, Séraphin Lampion? Ah non, je veux la paix, la paix. Salut, vieux frère, comment vas-tu, vieux de pipe? Moi ça va, polarisateur. Ça fait plaisir de se retrouver, hein, vieille branche. Ah, mon vieux barbu, je t'ai fait une surprise. Oui, c'est très joli la campagne, mais c'est triste. Ça dépend des goûts. Mais non, c'est triste, je t'assure. Alors je me suis dit, Séraphin, il faut des distractions à ce vieux flibustier. C'est très gentil à vous, mais je... Taratata, pas de mais. Pour moi, c'est facile, je suis président du volant club en patelin. Et je n'ai eu qu'à organiser un rallye. Dans la dernière épreuve, se déroule chez toi. Enfin, je vais vous raconter l'histoire du petit ornithorynque. C'était un petit ornithorynque qui vivait dans son terrier, près de l'eau, avec son papa et sa maman. Il n'avait pas de frères et sœurs, ce petit ornithorynque. Et au fait, savez-vous ce qu'est un ornithorynque? Un ornithorynque est un animal qui a un bec de canard, une queue de castor, un corps d'un ragondin et des pattes palmées comme les canards. Drôle d'animal. Un jour, le petit ornithorynque, qui s'ennuie dans son terrier, décide d'aller se promener un petit peu dans la forêt. Le petit ornithorynque sort donc, et quelques instants plus tard, il rencontre un raton laveur. Hé, raton laveur, tu veux jouer avec moi? Le raton laveur se retourne et dit, mais qui tu es, toi, je ne te connais pas. Moi, je suis un ornithorynque. Un ornithorynque, qu'est-ce que c'est ça, un ornithorynque? Tu as vu un petit peu à quoi tu ressembles? Tu ressembles pas à un raton laveur, tu as un bec de canard, tu as une queue de castor, des pattes palmiers. Allez, fiche le garde de là, je veux plus te voir ici. File! Le petit ornithorynque, tout triste, rentre chez lui. Il reste toute la journée dans son terrier. Le lendemain matin, il décide de renouveler l'expérience. Il repart donc dans la forêt, et quelques instants plus tard, il rencontre un ours. Hé ours, tu veux venir jouer avec moi? L'ours se retourne et dit, mais qui tu es, toi? Moi, je suis un ornithorynque. Un ornithorynque, je connais pas ça. Et d'abord, t'es pas beau, avec ton bec de canard, ta queue de castor et tes pattes palmées. Allez, fiche le quart de là, je veux plus te voir ici. Cet ornithorynque rentre chez lui encore plus triste que la veille. Il décide de renouveler l'expérience le troisième jour. Il sort dans la forêt dans une autre direction. Et quelques instants plus tard, il rencontre un petit lapin tout mignon. Hé lapin, tu veux jouer avec moi? Le lapin se retourne et dit, qui tu es toi? Mais moi, je suis un ornithorynque. Un ornithorynque, qu'est-ce que c'est ça un ornithorynque? Oh, puis t'es pas beau, un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmiers. Allez, file de là, fiche les camps de là, je ne veux plus te voir. Le petit ornithorynque rentre chez lui, de plus en plus triste. Quatrième jour, il décide de retenter encore l'expérience, car décidément, il s'ennuie beaucoup dans son terrier. Il va se promener dans une quatrième direction, dans la forêt. Quelques instants plus tard, il rencontre un renard. Hé renard, tu veux jouer avec moi? Le renard se retourne et dit, qu'est-ce que c'est ça? Qui tu es, toi? Je t'ai jamais vu par ici. Moi, je suis un ornithorynque. Un ornithorynque. Oh là là, que tu es laid, ton bec de canard, ta queue de castor, tes pattes palmées. Bon, allez, file, je veux plus te voir ici. Oh, tu me fais peur, file. Le petit ornithorynque rentre cette fois complètement effondré. Il pleure longuement dans son terrier. Pendant la nuit, il réfléchit, et le lendemain matin, il a une idée. Il ressort, et quelques instants plus tard, il rencontre un raton laveur. Hé, raton laveur, tu veux jouer avec moi? Le raton laveur se retourne. Qui tu es, toi? Moi, je suis un raton laveur, mais un raton laveur déguisé en ornithorynque, je me suis déguisé pour pouvoir m'amuser. Ah ouais, super, alors viens, je vais te montrer mes jouets, on va jouer tous ensemble. On va jouer avec mes copains. L'ornithorynque et le raton laveur jouent toute la journée, ils s'amusent comme des fous. Le petit ornithorynque est ravi. Le lendemain, il ressort, et quelques instants plus tard, il rencontre un ours. Hé ours, tu veux jouer avec moi? Mais qui tu es, toi? Moi, je suis un ours déguisé en ornithorynque.
Ah, ben super, allez, viens, viens, je vais te montrer comment on monte aux arbres, comment on mange du miel, on va bien s'amuser tous les deux, tu vas voir. Toute la journée, ils s'amusent comme des fous. Troisième jour, c'est ornithorynque, on promène dans la forêt et rencontre un lapin. Hé, lapin, on joue? Et qui tu es, toi? Moi, je suis un lapin déguisé en ornithorynque. Ah, ben viens, j'ai 14 petits frères et sœurs, on va pouvoir faire un match de foot. Allez, viens, on y va. Toute la journée, ils jouent au foot, ils se régalent comme des fous. Quatrième jour, le petit ornithorynque sort et il rencontre un renard. Hé, renard, tu viens jouer avec moi? Et qui tu es, toi? Moi, je suis un renard déguisé en ornithorynque. Ah, c'est bien, allez, viens, on va aller à la chasse, on va gambader dans la forêt, on va se régaler tous les deux. À deux, on va encore plus s'amuser. Allez, viens. Et voilà, l'histoire du petit ornithorynque se termine. Ensuite, par la suite, il trouva toujours de très nombreux copains. Et maintenant, l'histoire de Pierre-Nicolas, dit le mou. Pierre-Nicolas, ce jour-là, part à l'école, qui était distante d'environ 500 mètres de chez lui. Il part à pied avec son cartable. À peine avait-il parcouru 100 mètres qu'en passant près d'une bouche d'égout, un crocodile surgit et lui arrache son cartable. Pierre-Nicolas, après le moment de stupeur passé, essaie de récupérer son cartable en regardant dans la bouche d'égout, mais le crocodile a disparu. Pierre-Nicolas cherche un moment et ne trouve rien. Il va donc à l'école, et quand il arrive dans la cour de récréation, tout le monde était rentré. Il rentre donc dans la classe, et le maître lui dit: Alors, Pierre-Nicolas, encore en retard? Eh monsieur, c'est pas de ma faute. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas encore nous dire, Pierre-Nicolas? Eh bien, monsieur, je passais près d'une bouche d'égout, tout d'un coup, un crocodile a sorti sa tête, il m'a arraché mon cartable. Dis donc, Pierre-Nicolas, non seulement tu es en retard, mais en plus tu te moques de moi. Alors tu me copieras 5 fois, je ne dois pas être en retard, et 5 fois, je ne me moque pas du maître. Mais monsieur, c'est vrai. Attention, Pierre-Nicolas, je vais doubler la punition. Pierre-Nicolas ne dit rien. Le lendemain matin, muni d'un nouveau cartable, il part à l'école. En passant près de la bouche d'égout, il s'écarte et change de trottoir, car il n'a pas envie que le crocodile lui reprenne son cartable. Mais à peine avait-il parcouru 150 mètres qu'en passant sous un toit, il lui arrive une histoire encore plus extraordinaire. Un gorille passe son bras le long du mur et lui arrache son cartable, et ensuite s'enfuit sur les toits. Pierre-Nicolas essaie de rattraper son cartable, de poursuivre le gorille, mais impossible. Pierre-Nicolas, dit le mou, arrive à l'école. Tout le monde était entré. Entrez! Ah, c'est toi, Pierre-Nicolas, dit le maître. Encore en retard? Eh, monsieur, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui, Pierre-Nicolas? C'est le crocodile? Mais non, monsieur, c'est pas le crocodile, c'est en passant près d'un toit un gorille qui m'a arraché mon cartable. Ah, Pierre-Nicolas, maintenant j'en ai marre, hein. Tu me copieras 10 fois, je ne dois pas être en retard, et 10 fois, je ne mens pas au maître. Mais monsieur, c'est vrai. Attention, je vais doubler ta punition, Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas est bien triste. Le troisième jour, avec un nouveau cartable, Pierre-Nicolas repart à l'école. En passant près de la bouche d'égout, il change de trottoir. En passant près du toit, il s'écarte. Il n'est plus qu'à 100 mètres de l'école, quand tout à coup, d'un petit chemin surgit un lion qui lui arrache son cartable et s'enfuit. Pierre-Nicolas court après le lion, mais impossible de le rattraper, un lion ça court vite. Pierre-Nicolas va à l'école, bien sûr, les autres étaient entrés. Entrez! Ah, c'est toi, Pierre-Nicolas! Troisième jour que tu es en retard, y en a marre maintenant! Qu'est-ce que tu veux encore nous inventer? Eh, monsieur, c'est pas de ma faute, j'ai été attaqué par un lion qui m'a pris mon cartable. Ah, Pierre-Nicolas, arrête de mentir! Je vous jure que c'est vrai, monsieur. Pierre-Nicolas, tu me copieras 20 fois, je ne dois pas être en retard, et 20 fois, je ne mens pas au maître. Mais monsieur, attention, Pierre-Nicolas, je vais doubler la punition. Pierre-Nicolas rentre chez lui. Quatrième jour, avec un nouveau cartable, il part à l'école. En passant près de la bouche d'égout, il s'écarte. En passant près du toit, il change de trottoir. En passant près du petit chemin, il s'écarte aussi. Il n'est plus qu'à 10 mètres de l'école. 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, hop, il est rentré à l'école. Ça y est, il est à l'heure. Il arrive dans la cour de récréation, les élèves se mettent en rang, mais pas de maître. Le maître n'est pas là. La sonnerie retentit, le maître n'est toujours pas là. La maîtresse de la classe d'à côté leur dit d'entrer. Les enfants entrent dans la classe et attendent le maître pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, le maître tout essoufflé arrive. Oh, mes enfants, si vous saviez ce qui m'est arrivé! Et quoi, monsieur? Disaient les enfants. J'ai été attaqué par un orang-outang qui m'a arraché mon cartable. Oh, les enfants rient. Ah non, monsieur, on vous croit pas, hein. Pierre-Nicolas dit: ah non, non, ça c'est pas vrai, monsieur, un orang-outang, c'est pas possible.
Si, je vous jure que c'est vrai. Ah non, 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 disent les enfants, et tous rient et rient et rient. Et le maître est bien triste.